Exactement. Devant Nel Brasserie. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. Je viens juste de sortir de mes études en communication. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ma relation avec la nourriture qui a été plus ou moins mouvementée ces dernières années. Ok. Et tu connais Brasserie Nel? Pas du tout, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Et puis, en fait, c'est une brasserie qui, je crois, a un peu changé de propriétaire ces dernières années et a un peu repimpé son image qui était un petit peu vieillotte. Ok, j'ai hâte de tester. Bah, moi aussi. On y va. C'est parti. Du coup, tu sais ce que tu veux prendre? Je sais pas encore, j'hésite. J'avoue que je vois des mac and cheese balls qui ont l'air très tentants. Sinon, il y a des petites pâtes aussi qui ont l'air assez incroyables. Moi, j'ai vu soupe à l'oignon. Mmh. Et j'ai jamais mangé de soupe à l'oignon dans un resto, donc Ok. ça m'interpelle. Et tu veux faire entrée plat, dessert, plat, dessert? Peut-être, moi je prendrais un petit truc puis un dessert, un truc comme ça peut être pas mal aussi. On pense quoi? Je me dis par exemple, je prendrais bien un mac and cheese ball puis après un petit dessert ou un truc comme ça. Du coup, pas de plat. Ouais, non, mais je pense que ça ira. J'hésite entre plat et dessert. Ce resto, je me choisis parce que déjà j'adore le quartier, le 6e arrondissement, c'est un quartier qui est hyper vivant. Il y a un côté un peu tourisme, mais pas trop. On a Saint-Michel à côté, il y a le Pont Neuf à côté, et vraiment j'adore ce quartier, j'adore l'ambiance qui s'en dégage. Je trouve que pour les beaux jours en plus c'est un quartier idéal pour se promener. T'aimes bien la cuisine française du coup? J'aime beaucoup toutes les sortes de cuisine. En fait j'ai une mère qui est asiatique, japonaise, et un père français mais avec une grand-mère qui était plutôt marocaine. Et donc je suis vraiment née dans un bain de culture différentes cultures, avec aussi des cultures culinaires très différentes les unes des autres. Donc ça, j'adore découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles cuisines. Et c'est vrai que la cuisine française, c'était pas une cuisine qui était dominante dans ma famille. Et donc je l'ai beaucoup connue d'abord à travers la cantine. Et donc pas forcément très appréciée. Et c'est ensuite que je l'ai un peu plus connue à travers la bistronomie et les cuisines de café. Et que là j'ai apprécié, j'ai appris à l'apprécier. T'as un plat préféré? Un plat préféré, dur à dire. J'ai des plats préférés, mais plutôt qui vont me rappeler des souvenirs justement. Je pense que la cuisine elle est très liée aux souvenirs chez moi en tout cas. Par exemple, ma mère, elle faisait des poulets teriyaki qui étaient incroyables, que je demandais sans cesse. Et sinon, j'ai une grande passion pour tout ce qui est pâtes aussi. Donc voilà, souvent des plats en fait réconfortants et un peu régressifs. Et de tes trois influences, donc Maroc, Japon et français, c'est quoi la cuisine que tu préfères en fait dans ces trois? La cuisine que je préfère, je ne sais pas, la cuisine où j'ai en tout cas été, où j'ai le plus baigné dedans, c'est quand même la cuisine japonaise, parce que c'était ma mère qui cuisinait principalement chez nous. Et donc c'était plutôt la cuisine japonaise. Et en tant que mangeuse alors, c'est quoi ton adjectif pour te définir? Très longtemps, jusqu'à toute mon enfance, j'ai été ce qu'on appelle une petite mangeuse. J'ai été vraiment la personne qui mangeait très peu et qu'il fallait un petit peu forcer pour manger. Et c'est ça aussi qui était difficile, c'est que comme je mangeais peu, il fallait me faire des choses qui me plaisaient pour que je puisse au moins manger un petit peu. Donc j'ai beaucoup associé la cuisine avec le plaisir, c'est-à-dire que j'aimais manger, j'avais aucun problème avec ça. Depuis, j'étais, en tout cas enfant, j'ai toujours aimé manger. Mais il y avait aussi ce truc-là où il fallait... souvent, c'était manger, j'aimais bien, mais l'idée de rendre des comptes, de toujours devoir manger plus pour montrer que là, c'était compliqué. L'ambiance à table, elle pouvait être très bonne, comme des fois, elle pouvait être un peu difficile. T'avais des sélectivités alimentaires ou t'aimais vraiment tous les plats? Non, par contre, j'ai jamais été difficile. Mais en fait, tu manges en petite quantité. C'est ça. C'est normal, mais c'est vrai que moi, j'avais un retard de croissance et donc il fallait que je mange beaucoup plus pour essayer de pallier ce retard. T'avais un retard de croissance qui était diagnostiqué avec une nécessité d'avoir des hormones. Qui a été diagnostiqué très jeune en plus. Donc t'as pris des hormones?
J'ai pas pris d'hormones parce que dans mon cas, c'était pas forcément indiqué en fait. Donc j'en ai pris un peu plus tard pour tout ce qui était puberté, mais ensuite j'en ai pas pris tout de suite. Et en fait, les médecins étaient plus sur l'idée qu'il fallait avant tout finalement que je mange parce que c'était la principale source qui allait pouvoir m'aider à grandir. Et t'avais vu une diététicienne qui t'avait piloté en fait. Ouais. Sur tes apports et tout ça. Elle m'avait piloté, mais pareil, je pense que par contre, j'ai vraiment pas eu une approche néfaste, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ce truc-là de il faut qu'elle mange ça, tant de calories, des trucs comme ça. Les médecins déjà n'avaient pas envie que je compte, que j'ai à compter ou que mes parents aient à compter et que je relie ça avec des chiffres ou ce qu'on appelle les macros, tout ça. Je pense qu'ils étaient plus dans ce truc-là de déjà si elle mange et qu'elle arrive à se faire plaisir comme ça, c'est déjà une bonne chose. Je pense que dans ce sens-là, quand tu manges pas assez, on va pas te dire faut que tu manges ça et ça parce que c'est contre-productif dans ce cas-là. Je pense. Exactement. Elle avait objectifié que tu mangeais pas assez. Ouais. Souvent, on demandait à ma mère, par exemple, qu'elle me fasse des collations pour que, au moins, si je mange pas assez sur un repas, c'était peut-être que la quantité était trop grande et qu'il fallait que je mange en fractionné. Donc, j'ai aussi eu ce régime un peu plus fractionné où j'essayais de manger par collation plus que par repas. Donc après, à quel moment ça a changé dans ta vie, l'alimentation? Ça a changé aux alentours de 16-17 ans. En fait, j'ai eu une toute petite remarque, mais toute petite de mon père qui m'a dit quelque chose comme c'est bien, t'as pris un petit peu, tu vois, de poids. Mais juste, pour lui, c'était positif, c'était amené positivement. Parce qu'avant ça, t'étais plutôt maigre. J'étais très maigre. Là, il me dit, tiens, c'est bien, t'as pris un peu de poids, c'est bien et tout. Et en fait, moi, tout de suite... En fait, il y avait aussi où j'étais dans une période compliquée, où je venais de changer d'établissement scolaire pour aller au lycée, tout ça. J'avais déjà l'impression que tout le monde changeait. J'avais pas en plus, moi, de changer physiquement. J'avais pas envie d'être bouleversée autant. Et donc, l'idée de changer physiquement, c'était pas concevable pour moi. Et je me suis donc mise, en fait, à chercher des régimes. Sur Internet, du coup. Forcément. En allant voir une diététicienne. Oui. On tombe très très rapidement sur, en tout cas à cette époque-là, on tombait très rapidement sur supprimer les féculents. C'est extrêmement bon. Faut que si tu veux goûter, je t'en prie. Ouais. Ne t'inquiète pas, je connais bien les soupes à l'oignon, mais goûte ça si tu veux, parce que c'est incroyable. Ouais. Je suis rentré, ils m'ont fait comme un canard. J'ai mis du coup un vélo pour rentrer parce que je pouvais pas marcher jusqu'à le métro. Je crois que c'est un petit peu ça a l'air d'être un peu du piment, parce qu'on sent quand même qu'il y a un côté un peu pimenté. J'ai cherché des régimes, j'en ai trouvé. Donc finalement, j'ai supprimé tout ce qui était féculent. Et je mangeais en quantité un peu moindre. Vraiment, la chose à ne pas faire. Déjà, tu mangeais pas beaucoup. C'est ça. Et plus, j'ai un peu arrêté tout ce qui était sucré. Donc par exemple... T'as diabolisé les sucres. Tous les sucres. C'est ça. Même les fruits. Non, justement, en fait, à la cantine, ce que je faisais, parce que j'étais encore à la cantine à cette époque-là, c'est que je prenais le plat principal, viande, poisson. Je prenais pas les féculents, donc je prenais plutôt les légumes. Ouais. Et je prenais un fruit pour l'après-midi. Et ça a duré pendant bien, je pense, 1 an. Et après, j'ai en plus de ça décidé de faire du sport. Moi qui n'avais jamais été sportive, vraiment je détestais le sport. Vraiment j'étais le genre de personne à se mettre en arrêt auprès du prof pour dire je suis pas bien ou quelque chose comme ça et pour essayer de pas aller au sport. Et en plus là je me suis inscrite parce qu'il y a une salle qui a juste ouverte en bas de chez moi. Donc le matin, avant de partir en cours, j'allais au sport. Ensuite, je prenais mon petit déjeuner et je partais ensuite au lycée pendant 1 an comme ça. Et tes parents, ils sont
rien dit en fait à ce nouveau mode de vie. Mais en fait, je montrais pas trop que je me restreignais. Je cachais quand je me restreignais, parce que le soir, je me restreignais pas trop pour éviter de les inquiéter. Donc eux, ils voyaient que le fait que je fasse du sport et ils trouvaient ça super parce qu'ils se disaient, bah, ça va peut-être l'aider à avoir un développement musculaire. Message à tous les parents. Un enfant qui se met au sport alors qu'il n'a jamais été sportif de sa vie. C'est suspect. C'est vraiment suspect. Et surtout de la musculation. Enfin, je veux dire, Surtout de la musculation ou du fitness. c'est ça. La course à pied. Mais jusque-là, bah, ils étaient contents. Et en fait, toutes ces décisions un peu liées à mon poids, elles ont aussi été prises en fonction des moments de ma vie. Dès qu'en fait quelque chose se bouleversait dans ma vie, mon seul point d'emprise a été de contrôler mon poids. Face à un événement que je ne contrôlais pas en dehors, qui survenait dans ma vie, et ben moi je trouvais un point de contrôle sur l'alimentation. Ça, c'est un truc que tu as trouvé a posteriori avec la thérapie. Oui. Et à l'époque, À l'époque, je voyais ça juste comme quelque chose qui ça est... demande des années C'est ça. d'analyse avant de trouver que c'est ça. Exactement. Avant, là, c'était vraiment juste, bah, j'ai envie de maigrir et puis c'est tout. Donc, j'ai continué ça tout le lycée. Et puis, j'ai eu ma première année de fac. Au niveau de ta croissance du coup et de ta perte de poids, ça a donné quoi? Bah, en vrai, ça n'a pas eu beaucoup d'impact parce que de toute manière, j'avais un ralentissement qui n'a jamais été plus ou moins fort. Mais t'as perdu du poids? J'ai perdu un peu de poids, Pas beaucoup. mais pas énormément. Mais justement, j'étais pas très satisfaite du fait que je perdais pas tellement. En fait, c'est logique. Vu que t'étais une petite mangeuse, t'avais pas créé un énorme déficit calorique. Oui, de ce fait, j'ai continué, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire encore. Alors, je suis partie à la fac. À la fac, c'était plus loin que ici. Donc déjà, ça me faisait marcher plus, j'étais active plus longtemps. Et j'ai pas aimé ma première année de fac parce que je me suis retrouvée dans une formation qui ne me plaisait pas forcément, qui ne correspondait pas vraiment à ce dont j'avais imaginé, en tout cas, ce que j'avais imaginé quant à cette formation. Et donc, mon nouvel objectif, ça a été de perdre encore plus de poids. Je me suis dit, c'était le moment, je sais pas, enfin, il y avait un truc de, c'était, comme je trouvais pas d'intérêt dans mes études à ce moment-là, je me suis dit, c'est un peu un nouvel intérêt, quoi. Une nouvelle manière de me distraire aussi. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je ne referai plus jamais, je pense, mais j'ai vraiment limité les quantités, mais à fond. Et là, j'ai perdu très rapidement. Et là, mes parents se sont inquiétés. Ils sont inquiétés parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. C'était jamais, on n'a jamais fait une espèce de cellule d'écoute. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? C'était vraiment ma mère, une fois, elle me disait, on s'inquiète, quoi, du fait que tu manges pas assez. Mais c'était jamais dit de manière explicite ou vraiment frontale. Peut-être parce qu'ils avaient peur que je me braque, peut-être parce qu'ils osaient pas trop, je sais pas. Et en fait, en plus de ça, j'ai perdu ça, c'était en été. Et en été, je suis un peu tombée aussi dans un côté, une hyperactivité. J'essayais de nager beaucoup, de marcher beaucoup, donc il y avait aussi une dépense physique qui était bien supérieure à celle que j'avais eue avant, plus un déficit calorique qui était énorme. Et à ce moment-là, je suis vraiment descendue à un poids qui était extrêmement bas. Mais c'est drôle parce que moi dans la glace, je voyais pas tellement le changement, sauf une fois j'ai vraiment vu un changement énorme. Et j'ai vu Aurette envoyer mes côtes. Mais vraiment très très bien. Mes clavicules aussi et tout. Et là je me suis en fait moi-même dit, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes parce que ça va vraiment te nuire. Donc en fait je me suis arrêtée avant même d'avoir eu des gros problèmes, d'avoir été diagnostiquée, d'avoir été à l'hôpital, etc. Et j'ai décidé cette fois-ci de me dire, écoute, j'ai le droit de manger normalement, mais je vais faire un max de sport. Le compromis classique. Exactement. Donc c'est un peu une forme de compensation. Totalement, c'est une forme de composition qui est due à l'hyperactivité. À quel moment tu t'es dit, je souffre de TCA? Je me le suis dit justement à ce moment-là, je pense, au moment où vraiment je me suis dit, je ne peux pas me nourrir ou manger de manière totalement sereine ou en tout cas sans y penser. Et pareil, la nourriture était devenue une obsession. Et donc après, tu as fait du sport pour compenser tes prises alimentaires? En fait, après, il y a eu le confinement plus précisément. T'es tombée sur Sissi Mua? Non, moi j'ai décidé de faire du yoga à côté.
Et en vrai, j'avais beaucoup aimé, hein, c'était vraiment, c'était pas du tout subi. C'était vraiment, je me dépassais. Et pareil, j'avais quand même un problème avec les féculents. J'essayais de les limiter un petit peu. J'allais plus d'abord manger les légumes si j'avais un plat, et après les féculents, pour ne serait-ce que me remplir un peu le ventre avec les légumes, et après les féculents. Du coup, t'as réussi à remonter la pente. C'est encore un processus. C'est, je trouve, tellement compliqué de comprendre aussi, d'abord, parce qu'avant de vraiment pouvoir travailler dessus, il faut comprendre pourquoi on a eu tous ces mécanismes, toutes ces pensées, toutes ces volontés de maigrir aussi. Après l'hygiène, parce que des fois on trouve pas, et je trouve que des fois quand ça fait 20 ans que t'es là-dedans, bah, tu sais plus pourquoi t'as commencé. Et en fait les problèmes que t'avais à l'époque, tu les as vus, mais tu continues quand même. Des fois je trouve que chercher à comprendre, ça aide, mais ça aide pas à remonter la pente. Non, mais ça aide au moins à voir tout ce que ton cerveau est capable de faire, tous les vices que tu as pu avoir, et qui, parce que quand tu penses que tu es bien, que tu veux juste faire du sport, là en fait c'est quand même une forme de compensation. Ne serait-ce que pour les comprendre, pour les voir, il faut les comprendre aussi. Du coup actuellement tu fais encore du sport? Pas beaucoup. Et je fais des sports très très doux, pas plus de 20 minutes par jour. C'est ni la quantité, ni l'intensité du sport qui compte. C'est qu'est-ce que c'est la petite musique que tu te racontes dans ta tête. Parce que si tu fais 20 minutes de marche à pied, mais que tu te dis que c'est pour brûler calories de je sais pas quoi, et ben c'est toxique. Bien Tu sûr. peux faire 3 heures de trail et tu ne peux pas te dire ça. Donc ça c'est toi qui sais en fait. Mais après, j'ai appris aussi à me reposer. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais pas aussi concevoir une journée sans sortir. Maintenant, je sors parce que j'en ai besoin d'un point de vue. Ça m'aide aussi à respirer, tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui est presque, chez moi, qui est un peu vital. Mais pendant quelques jours, je me suis aussi forcée à essayer de ne pas le faire, pour juste me dire, en fait, je peux manger même si je sors. C'est hyper important de faire ça pour voir l'inconfort que ça procure. Si ça te procure beaucoup d'inconfort, c'est qu'il y a un sujet et qu'il y a un truc à travailler. C'est un test. Bien sûr. Et du coup, tu t'es fait suivre par des professionnels. Je suis suivie par une psychologue et psychiatre. Et aussi, j'ai fait quelques sessions avec une diététicienne spécialisée dans les TCA. Mais c'est vrai que pour comprendre tous les mécanismes et tout ça, les réseaux m'ont énormément aidé. Grâce à des témoignages, grâce à... Il y a une chaîne qui m'a vraiment, vraiment aidé à ouvrir les yeux, c'est la chaîne de Cindy Gagnol. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Évidemment. Voilà. Moi aussi, elle m'a aidé. Et vraiment, ces vidéos, notamment quand elle faisait tous les jours une vidéo, ça a été, pendant le confinement, notamment, un vrai cadeau. Je l'ai invitée à venir sur ma chaîne aussi. Elle était pas trop dispo, mais si elle regarde la vidéo, elle est la bienvenue. Et elle a vraiment été une encre, ne serait-ce que pour repérer les clés, avoir cette notion de rassasiement, vraiment l'idée, est-ce que je suis rassasiée, ou alors est-ce que j'ai une faim émotionnelle, ou alors vraiment une faim physiologique. Et voilà, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment permis de décoder un peu plus les signaux qu'envoyait mon corps. Et une autre, c'est Lucie, MSCY, comme ça. Elle est sur Instagram. C'est ça. Qui elle aussi parle beaucoup de ça, et elle a vraiment est tombée dans l'anorexie la plus totale. Et elle était vraiment sur le fait que, notamment l'idée de faim extrême, qui est peu abordée sur d'autres chaînes, j'ai l'impression. Toi, tu l'as abordé, je l'ai vu. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire aussi, que c'est totalement normal. Mais c'est tellement difficile aussi, parce qu'il faut l'accepter pour soi. Il faut l'accepter auprès de ses proches. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? J'ai vécu, ouais. Je l'ai vécu, mais j'ai pas pu le vivre pleinement. J'avais toujours peur du regard des autres. Tu regardes qui en fait? Notamment de tous mes proches, et notamment de ma famille, et de mes parents. Je trouve que c'est hyper difficile en fait. Déjà, l'idée de manger hors des repas, c'est tellement mal vu, tout ça. L'idée de prendre d'avoir un corps, de se resservir plusieurs fois, je trouve que tout ça, c'est très difficile déjà de l'accepter soi-même et de se faire violence pour le faire parce qu'on le ressent. Et en plus,
si on a le regard des autres. Et je trouve que le regard des autres, c'est vraiment le plus difficile Moi, je trouve que ça a été vraiment le sujet le plus difficile à... Parce que c'est un trait de personnalité des gens qui développent des TCA, c'est qu'ils sont hyper sensibles au regard des autres de base, même avant d'avoir des TCA. Mais moi, un truc que je me dis, c'est que les gens qui commentent quand tu manges sur la quantité, la qualité, la fréquence de tes repas ou de tes prises alimentaires, ça traduit d'un mauvais rapport qu'ils sont eux-mêmes avec leur alimentation et avec leur corps. Parce que les gens qui n'ont pas de problème, ils disent rien en fait. Moi, ça en dit long sur les gens qui font ce commentaire. Et ça peut venir des parents, mais les parents sont pas exempts de pas avoir un problème avec l'alimentation sans avoir un TCA. D'ailleurs, je pense que la quasi-totalité des parents d'enfants qui ont des TCA sans avoir de TCA eux-mêmes, ils n'ont pas un rapport serein complètement avec la nourriture ou avec leur corps. Je pense que c'est ça en fait. Même moi, mon père, il a aucun problème, je pense. Vraiment, c'est quelqu'un qui mange extrêmement intuitivement. D'ailleurs, il va vraiment manger. Plutôt même, il est très grignoteur, plus qu'un repas. Il mange vraiment de manière fractionnée aussi, mais parce qu'il écoute vraiment ses envies. Et ma mère, elle va beaucoup être plus sur des repas deux repas dans la journée, par exemple, qui vont être plus fixes. Et en fait, il y a de ça aussi, c'est qu'elle, elle conçoit pas l'idée du snack, elle conçoit pas trop l'idée du goûter, hors pour les enfants. Je pense que je veux pas faire de généralité, mais il y a un rapport différent à la nourriture. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui sont orthorexiques ou à une alimentation troublée. Totalement. Je pense que vraiment, il y a un truc où, même de manière, ça se traduit dans le langage de manière totalement inconsciente. Des fois, par exemple, ma tante, des fois, elle me sortait j'ai beaucoup mangé, dis donc, là, j'ai rempli mon taux de calories, des choses comme ça. Mais vraiment des choses qui sortent de la bouche de manière totalement inconsciente. C'est pas du tout quelqu'un qui va avoir pour autant des problèmes, mais juste l'idée par exemple des calories, tout ça, c'est quelque chose qui est déjà omniprésent dans leur éducation. Enfin, moi j'ai un oncle qui habite au Japon, qui n'est pas japonais mais marié à une japonaise. Et je pense qu'il a beaucoup de grossophobie dans ce pays. Rien que de savoir qu'il mesure le tour de taille des salariés et qu'au-delà d'un certain tour de taille, tu peux être licencié. C'est dingue. Oui. C'est complètement dingue. Il y a vraiment un culte de la minceur là-bas qui est omniprésent. Et en même temps, c'est même pas un culte de la minceur, c'est vraiment aussi le fait qu'être en bonne santé, c'est limite un devoir citoyen. Alors que la santé est globale. Oui. Et que quand t'as un TCA, t'es pas en bonne santé. Et en même temps, ils ont vraiment un côté où ils sont très focus sur l'alimentation et limite accaparés par l'idée de la nourriture. Mais c'est un site de troubles alimentaires. Ils sont assez obsédés par la nourriture. Ils ont un certain goût pour les bonnes choses, des trucs comme ça. Et il y a aussi le mythe que les Japonais mangent à 80% de leur satiété. Totalement. Et ça, c'est un mythe. Je sais pas si c'est vrai, mais ça véhicule l'idée que, en gros, c'est un peu des super personnes qui font tout bien. Alors que, non, en fait, ça peut être un site de troubles alimentaires. C'est ça. Et puis aussi, il y a l'idée que... après, la nourriture japonaise, elle est... En fait, c'est vrai qu'elle est très tournée sur les légumes et tout ça, mais en fait, cette idée-là des 80%, par exemple, elle est très très présente chez les femmes. Je pense que c'est les femmes qui subissent le plus toutes ces règles, toutes ces convenances. Pour être allée 2 fois au Japon, alors évidemment, j'ai pas mangé la nourriture comme moi on fait chez soi. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de légumes. Il y a beaucoup de riz, de nouilles. En fait, il y a quelques fritures. Les légumes, ils sont énormément, je trouve, justement, pas forcément... Ils sont quand même très présents, mais sous forme de différentes manières. Et à chaque fois en petite quantité. Et surtout, par exemple, ça va être sous la forme de... on prend jamais, en fait, un bol de riz blanc au Japon. On le prend toujours avec au moins des condiments, et souvent les condiments sont des légumes. Pareil, le bouillon de... Ouais, mais pour moi, les condiments, c'est pas une portion de légumes, c'est... Oui, mais l'idée de la portion là-bas aussi est très différente. En fait, les Japonais adorent manger plein de petites choses et de manière parce qu'ils se lassent peut-être vite du goût. Il y a un peu ce truc-là où on a envie de goûter de différentes saveurs à chaque toucher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un restaurant italien au Japon, tu verras jamais quelqu'un avec un plat et une autre personne avec un plat. Souvent, en tout cas le soir. Le soir, ça va être, ils vont prendre 2-3 plats qu'ils vont partager. Mais pour venir, oui, notamment que ce soit dans la phase de guérison ou encore la phase de maladie, il est très très
difficile à vivre pour quelqu'un qui souffre de TCA. Et moi, ça a été vraiment dans la phase de guérison, d'accepter en fait que j'ai du kiff, que j'ai besoin de manger plus, parce que je me suis restreinte des années et des années et des années. Et je pouvais pas le faire de manière complètement libre à cause de la peur du regard de... Merci. Notamment de mes parents, mais de mon entourage de manière générale, parce que j'avais peur que en fait, je sois vue comme bizarre ou que ce soit mal interprété ou qu'on me fasse ne serait-ce qu'une petite réflexion qui, je savais, pouvait être fatale à ma guérison. Et ce qui est bizarre, c'est que les proches, l'entourage, les parents, ils ont vu la personne se restreindre, donc ils devraient trouver ça normal qu'elle mange plus après. Mais ils ont du mal en fait. Je pense qu'ils ont aussi peur de se dire qu'est-ce qui a pu changer ce comportement d'une manière aussi... Mais c'est juste la biologie du corps. Bah oui, mais en fait comme... après je sais pas, peut-être que notre génération va justement réussir à changer les choses. Ouais. Mais la génération de nos parents, en tout cas des miens, ça a jamais été... ils n'ont pas du tout été éduqués pour ce genre pour comprendre tous ces mécanismes. Et encore plus les diététiciens de leur génération, qui étaient encore tournés vers justement le manger moins, le manger mieux, les choses comme ça. En fait, moi je trouve que manger mieux c'est une très bonne chose à dire, mais pour quelqu'un qui a déjà un rapport sain à la nourriture, quand t'es malade, évidemment tu vas pas pouvoir dire, tu vas pas lui, à quelqu'un de diabétique, tu peux pas lui dire mange ce que tu veux. Mais pour quelqu'un qui ne souffre que d'une pathologie qui est mentale, et c'est différent. On devrait toujours partir du principe qu'on connaît pas la personne en face et qu'on devrait déjà sonder son rapport à l'alimentation et pas balancer des infos comme ça. Totalement. Et c'est le problème des réseaux. Parce que les réseaux, ils balancent des infos à tout le monde. Mais dans l'eau, il y a des gens qui sont pas clairs avec l'alimentation. Et c'est ça que je trouve aussi incroyable dans les réseaux par contre, c'est que moi, je suis pas encore en phase de guérison totale, je pense. Mais là où j'ai vu une amélioration des choses, c'est quand j'ai vu que mon feed Instagram changeait. Quand mon feed Instagram changeait pour d'autres thématiques que la nourriture, je me suis dit, ça va un peu mieux. C'est que moi-même, je suis moins happée par ce genre de contenu. Et que ça veut dire que je suis passée à autre chose. L'un des conseils que je peux donner aussi, c'est de changer toutes ces habitudes liées à l'alimentation. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, par exemple, de changer l'endroit où je prenais mon petit déjeuner. Pour que j'ai un nouveau mindset quand je mange. On parle beaucoup de conscience, de manger en pleine conscience. Des fois, ça ne marche pas. Surtout chez les anorexiques, en fait. Et je trouve que le mieux, parfois, c'est aussi d'essayer de manger en écoutant, en regardant quelque chose qui va nous nourrir d'une autre manière, et notamment intellectuellement. Parce qu'on associe ça, donc, la nourriture ou quoi, avec aussi l'idée de se cultiver, et pas de regarder quelque chose de débile et donc vraiment un moment où à la fois on se fait bien et on mange et donc on se nourrit en vrai parce que c'est ça l'idée aussi et en même temps on prend du plaisir à ça. Donc ouais, changer ses habitudes, moi je trouve que c'est une des choses qui peut aider. Toujours être dans un espace calme. Calme, quand je dis calme justement c'est pas l'idée d'être sans rien, mais juste un endroit où on se sent en sécurité, on se sent bien. Enfin moi je trouve que par exemple manger alors qu'on est en train de parler avec quelqu'un mais sur des sujets qui sont pas forcément qui nous font pas plaisir ou en tout cas qui sont pas forcément qui peuvent être anxiogènes un petit peu, ça peut être très compliqué aussi. Manger avec tes collègues que t'aimes pas tellement. Voilà, ne serait-ce qu'avoir par exemple les informations en fond. Des fois il y en a beaucoup qui ont ça. Et en fait, ne serait-ce que couper un peu ça, regarder autre chose qui est un peu plus avec des contenus qui sont un peu plus qui me mettent plus à l'aise, qui sont plus calmes, ça peut aussi aider. Je dis pas que c'est la manière de résoudre complètement le problème, mais ne serait-ce que changer de cadre, ne serait-ce que changer d'habitude, ça aide énormément, je trouve, et ça m'a aidé moi. Et du coup, actuellement, tu dirais que t'en es où? Déjà, je pars du principe que je peux pas manger intuitivement tout de suite. Non, c'est impossible. Voilà. Mais parce qu'au début, on se dit, je vais manger que quand j'ai faim. Et puis, Surtout, c'est pas ça, manger intuitif. c'est ça. Mais en plus de ça, il y a aussi l'idée où, on se dit, j'aimerais bien manger quand j'ai faim, ou en tout cas quand j'en ai envie, mais en fait, c'est pas possible parce que si on suit cette logique, soit ça va être manger tout le temps,
soit ça va être manger jamais, parce qu'on n'a jamais faim ou parce qu'on sent pas tout de suite la faim. Et en fait, déjà, je pars du principe que je peux pas le faire tout de suite. Donc, je m'oblige à manger en tout cas à certaines heures. En tout cas, en me disant, bah voilà, même si si je ressens pas la faim, si ça se trouve, j'ai faim quand même. Mais juste, je le sais pas. Donc, le matin, par exemple, j'arrête j'ai pas faim, je vais pas prendre le petit déjeuner. Non. Et donc, j'en suis un peu à ce stade-là de remettre en place déjà des routines et après de voir comment ça avance et de me dire, voilà, mais je me laisse le temps parce que c'est juste ça qui pourra m'aider. Et tu en as parlé à tes amis? J'en ai parlé à quelques amis. Et j'ai aussi des amis qui ont eu les TCA. C'est un sujet que j'ai eu du mal à aborder. Parce que je trouvais ça, non pas honteux, mais difficile à aborder parce que j'ai toujours été la personne plutôt qui aime bien écouter les autres. Plutôt à la personne qui va engager la conversation en disant comment ça va et en parlant de l'autre personne. Et donc je trouvais que c'était difficile de devoir parler tout de suite de soi et en plus de devoir lui imposer une thématique qui est pas forcément la plus réjouissante. J'avais peur d'imposer une charge mentale en fait à mes amis. Et ils ont été compréhensifs? Oui, très compréhensifs. Après. Du coup, c'est eux après qui t'ont dit moi aussi? Non, en fait, pour cette amie, j'ai pas trop envie de parler de son histoire parce que ça lui appartient aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, elle a été directement diagnostiquée. Moi, je l'ai vue. Et comme je l'ai vue physiquement qu'elle allait pas très bien, c'est de moi-même que je lui en ai parlé pour lui dire voilà, je pense que je peux comprendre ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Et en tout cas, même si j'ai pas non plus toutes les clés, si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un qui ne te jugera jamais, et qui pourra toujours être là si tu en as besoin, sans jugement et qui, j'espère, aura les mots pour en tout cas que tu ailles mieux dans des moments de crise ou quoi, n'hésite pas. Finalement, ça a été pas une volonté de ma part de le partager, mais plutôt ça a été à ce moment-là la manière que j'avais de lui dire voilà, je peux t'aider si tu en as besoin. Et ça m'a fait vraiment du bien aussi de me dire que l'histoire que j'ai vécue, elle peut aider d'autres personnes et qu'au moins je l'ai pas vécue entre guillemets pour rien. Et actuellement, t'es toujours suivie alors? Je suis suivie par toujours la psychologue et la psychiatre, mais plus par la nutritionniste. Mais c'est vrai que après c'est une nutritionniste où on prend des rendez-vous. Donc, si j'ai envie de reprendre un rendez-vous, je peux prendre un rendez-vous avec elle. Mais je trouve que c'est difficile aussi de voir une nutritionniste parce quand on est TCA, on attend trop de réponses. Donc on a tendance à être là, mais en fait tout ce qu'elle me dit, je le sais entre guillemets, je le sais consciemment. Je l'ai déjà compris, mais juste c'est mon corps qui ne veut pas l'accepter. Une nutritionniste entre guillemets, une diététicienne, en tout cas classique, elle va nous donner le nombre de quantités qu'il faut manger, elle va nous donner un peu les macros, classique, très très classique. Alors que là, au contraire, la personne, la nutritionniste qui est vraiment comportementale, elle va essayer au contraire de détruire tous ces clichés, plus en essayant de comprendre déjà l'histoire que tu as pu vivre et les raisons qui ont mené à cet TCA. Et ensuite, elle va plutôt essayer de porter un nouveau regard. Mais comme elle n'aura jamais des solutions concrètes, ou en tout cas des choses aussi claires et simples que des chiffres, par exemple, ou des grammes ou des quantités, forcément, c'est plus difficile, je trouve, le suivi avec une nutritionniste comportementale, il est pas du tout le même et c'est un chemin qui est très très long et qui parfois peut aussi être un peu décourageant. En fait, c'est le travail sur ton comportement alimentaire. C'est ça. Et c'est toi qui dois faire des expériences avec toi-même. Exactement. Du coup, ton dessert préféré? Le tiramisu. Je suis vraiment team café dans les desserts. J'adore aussi, mais t'as déjà goûté le tiramisu pistache? Non, jamais. C'est trop. J'aime bien aussi toutes les variantes de tiramisu. Mais justement, moi j'ai goûté un tiramisu Nutella. C'est pas le mieux. Aux fruits aussi, c'est pas mal. Fraises. C'est pas mal, c'est vrai. Je pense que ça fait un peu peut-être trop panna cotta, tu vois. Je trouve pas. Ah ouais? C'est pas la même texture. Oui. T'as le biscuit. Mais c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un peu d'amertume avec le café, en fait. Ouais, moi aussi. Mon préféré, c'est celui au café. Et du coup, tu disais que t'as commencé l'alimentation intuitive pour de mauvaises raisons.
pour perdre du poids en fait. Oui, c'est vraiment l'idée que les personnes qui en parlent sont quand même assez minces. Et finalement, je me suis dit, en commençant cette même manière de voir l'alimentation, je vais peut-être aussi pouvoir avoir à peu près le même corps. Et en fait, mais c'est pas si mal parce qu'après, finalement, on s'en détache. Plus on comprend vers quoi elles veulent nous mener, plus on s'en détache. Mais c'est le premier, en tout cas, ça a été mon premier. Peut-être parce que elles insistent pas assez sur le fait que quand on commence l'alimentation intuitive et qu'on a un passé de restriction, souvent au départ, on prend du poids en fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que je parlais de l'idée de faim extrême, qui est très très peu abordée même dans les contenus d'alimentation intuitive. Je trouve qu'il n'est pas assez abordé, en tout cas dans beaucoup, on aborde la partie après, où on arrive un peu mieux à essayer d'évaluer Mais au début, en fait, on va juste avoir faim et même pas pouvoir savoir si c'est une faim émotionnelle ou une faim physiologique. Il y a beaucoup de personnes qui font l'alimentation intuitive, qui n'ont pas souffert d'anorexie vraie, de vraie anorexie mentale, et que la faim extrême, ça touche surtout les personnes qui ont fait de l'anorexie mentale, alors que les autres, en fait, elles vont plus avoir des compulsions. Et ça va être étiqueté comme alimentation émotionnelle, ou ça va pas être étiqueté pareil. Mais en fait, ça peut être de la faim extrême. Oui, finalement, c'est juste des épisodes un peu. C'est juste des interprétations de moments où tu manges beaucoup, en fait. Oui, et en fait, il faut juste se dire que c'est OK. Je pense que beaucoup de personnes qui vivent des compulsions, en fait, il y a de la faim extrême derrière. Bien sûr. Mais je pense que dans beaucoup, même des personnes qui arrivent on reparle du Japon, mais des fois, moi, je trouve que je voyais des gens qui pouvaient manger beaucoup, pas forcément du sucré, ça pouvait être du salé aussi, mais je pense que derrière, il y avait vraiment une idée elles se sont trop restreintes et donc elles vont, à ce moment donné, essayer enfin, c'est le corps qui parle et qui dit qu'il a vraiment besoin de nutriments. C'est quelque chose que tu as observé au Japon. Oui. J'ai pas mal observé de personnes qui mangeaient de manière assez en quantité, mais beaucoup, mais qui n'étaient pas des quantités qu'elles mangeaient de manière quotidienne. Du coup, c'était un petit peu, mais elles le savaient elles-mêmes que c'était occasionnel. Et justement, donc, comme c'était occasionnel, c'est un peu l'idée du cheat meal. C'était quelque chose de caché. Parce que pour une japonaise, surtout, j'imagine que c'est super mal vu. C'était surtout dans un contexte souvent de fête ou un contexte un peu... Il y a de l'alcool et tout ça. Pas forcément l'alcool, mais on est en tout cas réunis. Donc on se dit, c'est dans ce contexte-là, dans une réunion, dans quelque chose où vraiment c'est plus festif et où il y a un côté aussi un peu exceptionnel de on est... Moi par exemple, quand j'allais dans ma famille, il y avait ce côté-là où en fait... c'était ma venue qui était vue comme exceptionnelle et qui entraînait cela. Pareil, il y a le fait, par exemple, au Nouvel An, on mange beaucoup, parce qu'on a un petit déjeuner qui est assez énorme avec plein de petits trucs qui sont finalement chaque élément du petit déjeuner représente quelque chose pour l'année prochaine. Et en fait, dans ces moments-là, c'est limite le premier, c'est vraiment un marathon de... Oui, en effet, c'est traditionnel, mais derrière, je pense qu'il y a aussi un peu un côté où parce que c'est festif, on s'autorise tout. Même si après, les choses en elles-mêmes, c'est pas des choses qui sont particulièrement grasses, particulièrement... C'est juste l'idée de quantité. Il y a l'idée aussi où, je sais pas maintenant comment c'est, mais à l'école c'était aussi très... Je trouve que c'est aussi pareil, un peu, il y a toujours un jugement quant à tes assiettes. Moi j'avais le jugement que je mangeais pas assez de la part du personnel de la cantine, mais il y en a aussi, je sais, qui jugeaient qu'elles mangeaient trop, donc on voulait pas les resservir par exemple. Ou alors parce que tu avais le droit qu'à 2 bouts de pain par personne, tu pouvais pas en prendre plus, des choses comme ça. Et je trouve ça aussi pareil très violent et ça n'encourage pas vraiment au développement sain, au fait d'avoir une alimentation saine et en accord avec ses besoins. Mais après c'est vrai qu'un enfant qui mange pas beaucoup, je trouve ça toujours inquiétant. C'est délicat en fait. Mais derrière je trouve qu'il y a une pression qui est mise et qui est pas normale. Après c'est vrai que la cantine,
c'est un repas dans la journée, donc tu sais pas ce que la personne elle mange avant, ce qu'elle mange après. Pareil, si elle mange beaucoup, bah, tu sais pas ce qu'elle a mangé avant. Exactement. Tu sais pas ce qu'elle a mangé la veille. Ça se trouve, il y a des gens, ils sont pas beaucoup à manger chez eux. Je trouve ça aussi un peu violent de devoir regarder l'alimentation d'un enfant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. À partir d'un certain âge, l'enfant il est autonome avec son alimentation. Mais pour les tout petits, genre à la crèche, Oui. ou les tout petits qui sont en petite section, c'est normal en fait qu'ils regardent parce que après les parents ils vont demander. Bien sûr. Enfin, il y a un truc aussi où moi je suis née dans les années 2000 aussi, donc il y a vraiment à ce moment-là il y avait quand même encore l'idée du culte de la minceur, de penser qu'un enfant sain c'était un enfant maigre, mince. Je me souviens plus si c'était toi qui avais montré le livre de j'ai vu ça aujourd'hui. Max et Lily. Oui. Maintenant, moi, je suis vraiment née avec dans cette génération-là, qui était et Max et Lily, c'était une référence pour nous, enfin pour les parents aussi, d'aborder des thématiques un peu difficiles. C'est vrai que j'en ai lu plusieurs avec ma fille. En général, j'aime bien. Mais alors celui-là, franchement, je me suis arraché les cheveux pendant toute la lecture. Et est-ce que après, justement, vous en avez parlé un petit peu? Comment vous avez réussi à aborder ça? En fait, elle voulait lire un autre livre. C'est moi qui lui ai dit, attends, on va lire jusqu'à la fin pour voir. En fait, je pense que ça l'intéressait pas trop. Oui. Je sais pas, peut-être qu'elle a ressenti elle-même un malaise et qu'elle voulait que j'arrête de lire. C'est un sujet qu'on aborde. Enfin voilà, on essaie de pas avoir des préjugés grossophobes. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Parce que je trouve que c'est ne serait-ce qu'avec ce genre de... Ça commence comme ça, en fait. L'enfant, il va construire son idée de la beauté, son idée d'un beau corps, tout ça, il va se le construire notamment par le prisme de ses parents au départ. Donc si on leur impose, si on leur donne déjà des dictats de la société, enfin si on leur transmet déjà les dictats de la minceur et tout ça, alors là on est... Enfin, c'est forcément l'enfant, il va créer les mêmes complexes, soit lui-même il va adopter ces mêmes mentalités, soit ça va lui créer des complexes. Après, c'est hyper dur parce que même si les parents sont pas du tout grossophobes à l'extérieur, Oui, mais déjà si les parents peuvent aider à adopter un autre regard, je pense qu'il y a dans l'enfance, ouais, mais à l'adolescence, quand tu veux te démarquer de tes parents, peut-être que par rébellion, il faut vouloir être grossophobe du coup. Je pense pas, mais c'est vrai que l'adolescence, c'est là où on essaye de justement un petit peu se démarquer. On veut essayer de prendre son indépendance par rapport à ses parents, par rapport à leurs idées. Après, on est aussi, je pense, dans une société où on commence un petit peu plus à être... En tout cas, j'ai l'impression que ça même dans le domaine des livres pour enfants, tout ça, je pense qu'il y a quand même des messages qui sont un peu différents de ceux qu'il y avait il y a quelques années. Et j'ose espérer que quand même les adolescents de la génération prochaine, ils vivront dans un monde un peu plus indulgent. Ouais, c'est sûr que maintenant, on en parle, disons que ça existe. Mais parfois, la grossophobie, c'est très mal abordé en fait. Il y a encore du boulot. Il y aura toujours du beau. Mais je pense que vraiment la France, on n'est pas les pires quand je vois par exemple, encore une fois le Japon. C'est tellement différent. C'est un pays qui est en train d'évoluer, je trouve, en bien. Mais je trouve que par contre, au niveau de tout ce qui est santé mentale et au niveau de toutes les questions liées au TCA, on est encore loin de même le stade où on est en France. Merci beaucoup Léa de ta participation. Merci à toi. Je pense Cet que échange. ton témoignage était super émouvant. Je pense qu'on va se reconnaître beaucoup. En tout cas, moi, je me suis reconnue. Tant mieux. Je suis contente. Du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette ton compte Instagram en description pour si des gens veulent venir te contacter? Oui, bien sûr. Avec plaisir. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu malgré ma voix et que cet épisode ASMR sera quand même audible. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo.